Merci, bonjour à toutes et à tous. On a absolument tenu que dans ces 2 journées, dans la matinée de ces 2 journées, on puisse faire entendre la parole des personnes en difficulté cognitive et de leurs aidants, parce qu'on est parti du principe qu'elles ont des choses à dire. Vous entendrez aussi demain Madame Elga Rora, qu'ils ont des choses à dire, non seulement sur leur expérience, sur leur vécu, de témoigner de leur vécu, mais aussi sur leurs souhaits, leurs attentes, par rapport à leur accompagnement, par rapport aux aménagements de la société. Et pour ça, il faut créer des conditions favorables à l'expression de cette parole. Et on remercie encore Jean-Luc Noël qui l'a fait. Le travail que vous avez vu, là c'est un extrait extrêmement court, mais on a fait plus de 10 séances pendant plusieurs mois, toute l'année dernière. Et on en a réellement tiré un certain nombre de choses. Il y a des attentes fortes qui ressortent. La deuxième chose qu'on a voulu faire, en plus de ces groupes d'expression, c'est créer des conditions pour que les acteurs de terrain, les chercheurs, qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui présents dans cette salle, puissent s'exprimer sur leurs attentes en matière de recherche et d'innovation sociale. Et on va vous présenter très brièvement ces résultats avec Christelle Pivardiel, étant entendu que les résultats de cette consultation donneront lieu à une publication dans les prochaines semaines. Merci Fabrice. Donc cette consultation nationale en fait a été lancée en janvier de cette année. Donc elle a eu lieu auprès de l'ensemble des acteurs du vieillissement cognitif. Donc nous leur avons demandé quelles devaient être les priorités de la recherche et de l'innovation sociale sur le vieillissement cognitif. Donc nous avons eu plus de 1000 personnes qui ont répondu à cette grande consultation nationale. Et je vais vous présenter ici une analyse des 850 réponses complètes que nous avons récupérées. Donc, qui a répondu à cette enquête? Donc, peut-être vous-même, dans la salle, avez répondu à cette consultation, en tout cas, je l'espère. D'abord, on voit qu'il y a des personnes qui ont eu des difficultés cognitives qui ont elles-mêmes répondu à cette enquête. Nous avons eu aussi des aidants familiaux qui ont répondu à cette grande consultation, des bénévoles d'accompagnement, des membres d'une association impliquée dans le vieillissement cognitif, des personnes n'ayant pas d'expérience particulière du vieillissement, mais concernées en tant que citoyens, des professionnels du soin et de l'accompagnement, des personnes impliquées dans la formation, l'encadrement et la représentation des professionnels, des chercheurs et aussi des opérateurs du soin et de la recherche. Donc, à l'ensemble des répondants, nous avons posé 2 affirmations. Première affirmation que vous retrouvez ici. Donc, on leur a posé ce constat. Il est souvent difficile d'évaluer l'impact des actions visant à améliorer l'accompagnement des personnes en difficulté cognitive et de leurs proches aidants. Donc vous voyez qu'il ressort des résultats de l'analyse que le pourcentage atteint des répondants qui sont d'accord et tout à fait d'accord avec cette affirmation dépasse les 50%. Vous voyez à la jauge, on a 62% des personnes d'accord avec cette affirmation. Donc en fait, cela montre que la question de l'évaluation des actions d'accompagnement est identifiée comme un point très important pour les personnes ayant répondu à cette consultation. Deuxième affirmation, il est souvent aussi difficile de déployer à une large échelle des actions et des savoirs qui ont fait leur preuve de leur pertinence. Donc là aussi, vous voyez que la très large majorité des répondants, à 71%, est d'accord avec cette affirmation. Donc cela montre en fait que la dissémination en fait, des actions est considérée en fait, par les répondants comme un problème majeur. Nous avons en fait posé des questions aussi plus spécifiques aux répondants. Donc, concernant la catégorie des répondants impliqués dans la formation, l'encadrement, la représentation des professionnels, nous leur avons posé 2 questions. La première question, c'est, à votre avis, est-ce que les solutions inventées par les professionnels sont suffisamment étudiées par les chercheurs? Vous voyez tout de suite que la réponse est clairement non, à 83%. Donc les répondants considèrent donc à une très large majorité que les chercheurs, en fait, devaient
davantage s'intéresser aux solutions inventées par les professionnels. Deuxième question, est-ce qu'il y a toujours, à votre avis, pour les répondants impliqués dans la formation, l'encadrement et la représentation des professionnels, est-ce que les professionnels du soin, de l'accompagnement, sont suffisamment associés aux études cette fois? Donc là, cette fois, la quasi-totalité des répondants, à 93%, répondent que non. Donc les répondants, en fait, estiment que les professionnels devraient être davantage associés aux études sur le vieillissement cognitif. Aux 95 chercheurs, en fait, qui ont répondu à cette consultation, qui ont répondu, donc on leur a posé la question de savoir pour connaître leurs difficultés. Donc, la première difficulté signalée sont les contraintes de financement, à 62%. En fait, ça montre toujours que la difficulté de financement sont toujours un problème majeur. Cependant, donc, d'autres difficultés ont été signalées, donc de concilier une activité professionnelle et une activité de recherche, que le sujet soit peu valorisé dans le monde académique, d'établir des liens avec d'autres chercheurs, de poursuivre une activité de recherche après le doctorat et enfin d'accéder à un terrain d'enquête. Enfin, nous avons demandé à l'ensemble de ces répondants, le but étant de recueillir leur avis, sur quel sujet ils souhaitaient plus particulièrement s'exprimer. Donc nous leur avons proposé 8 sujets, et vous pouvez voir en fait ici que sur les 850 répondants, en fait, les réponses ont été globalement réparties et chacun a souhaité s'exprimer sur l'ensemble des sujets. Donc je vais maintenant laisser Fabrice vous détailler ces sujets. Merci, je vais aller très vite, où on en donnera des résultats plus détaillés par la suite. Ce qui nous intéresse, c'est que les répondants sont à la fois prononcés sur le quoi et sur le comment, sur les sujets qui devraient faire l'objet d'expérimentation ou d'études, et sur la manière de les mener. Et un peu à notre grande surprise, on s'attendait à observer des différences selon la nature des répondants, selon qu'ils étaient aidants familiaux, professionnels ou chercheurs. Et en réalité, c'est plutôt la similitude des réponses qui est frappante. Pour les répondants, sur quoi devrait porter la recherche et l'innovation sociale en matière de soins de santé, sur l'ensemble des facteurs susceptibles d'avoir un impact sur l'autonomie fonctionnelle et plus particulièrement sur l'accueil à l'hôpital et l'accès aux soins de santé. La question des thérapies non médicamenteuses a été largement plébiscitée. Je vais mettre des guillemets puisque je sais que John Zeisel discutera cette appellation tout à l'heure. À la fois sur les supports et les méthodes permettant de mettre en œuvre ces interventions scientifiquement étayées, sur la dissémination de ces interventions, notamment au domicile. Beaucoup d'attentes aussi sur le cadre de vie et les activités proposées aux personnes, sur les aménagements qui pourraient être les plus indiqués pour améliorer leur qualité de vie, et sur les activités très nombreuses, culturelles, de loisirs, jusqu'aux soins du corps, qui peuvent contribuer à la qualité de vie. Sur la question de la société, la question du changement de regard était évidemment importante, et plus encore la sensibilisation des acteurs de proximité, comme les commerçants, pour une société plus inclusive, et sur tout ce qui permet de valoriser l'expertise des personnes malades. Autre thème qui est beaucoup ressorti, c'est l'idée que la recherche et l'innovation devraient viser à renforcer les compétences des aidants familiaux et professionnels, notamment pour communiquer, pour entrer et rester en relation avec les personnes tout au long de la maladie, aussi pour aider les proches à réagir aux comportements perturbants. Et beaucoup de répondants sont allés sur les questions de supervision, de management, d'analyse des pratiques professionnelles. Concernant l'analyse des besoins et des réponses, les répondants attendent beaucoup tout ce qui peut permettre une évaluation globale ou multidimensionnelle, non seulement des besoins, mais aussi de ce qui tient à cœur aux personnes et à leurs familles. Et ils estiment qu'elles devraient conduire à expérimenter des réponses souples, des réponses diversifiées. L'idée d'une alternative au tout domicile ou au tout établissement est beaucoup revenue, de même que la question, on pouvait s'en douter, des aides la nuit
nuit, des aides le week-end avec le baluchonnage, les familles d'accueil, le répit à domicile qui sont énormément cités. Concernant l'accessibilité des domiciles, les répondants estiment que la recherche ou l'innovation menée dans ce domaine devrait favoriser le travail en concertation, ça ne vous étonnera pas, que ce soit en renforçant la méthode Maya ou en testant de nouvelles organisations, de nouvelles pratiques professionnelles, et améliorer la lisibilité des dispositifs et en simplifiant les parcours qui, selon certains répondants, ressemblent quand même parfois encore à un parcours du combattant. Sur la dernière question, la réponse sociétale, le mot d'ordre, c'est permettre aux personnes malades d'être davantage reconnues dans leurs choix et leurs souhaits et d'être soutenues dans l'exercice de leurs droits. Mais aussi, et c'est un thème qu'on a vu émerger fortement, faire en sorte que les droits et le statut des aidants soient davantage reconnus dans les politiques publiques, mais aussi en entreprise. Pour en venir très rapidement au comment, les répondants ont aussi très clairement indiqué quelle forme devrait prendre la recherche. Selon eux, les recherches dans ce domaine devraient premièrement déboucher sur des résultats concrets plutôt que, je cite, sur de belles idées. Et ils devraient tenir compte des conditions réelles de l'accompagnement, des conditions réelles de vie des personnes. Les expérimentations, nous disent-ils, devraient être partagées, évaluées, pérennisables, déployées quand elles ont prouvé leur pertinence, et elles devraient impliquer les futurs bénéficiaires et faire appel, je cite, à l'intelligence et à l'expertise des professionnels. Enfin et surtout, c'est le dernier point, les répondants estiment qu'il faut articuler dans le futur beaucoup plus étroitement la recherche et l'innovation sociale, faire en sorte que les acteurs de terrain puissent plus facilement avoir accès aux résultats de la recherche, mais aussi savoir quelles études sont envisagées pour pouvoir éventuellement s'y associer. Ils souhaitent qu'on crée des synergies et des occasions beaucoup plus systématiques et fréquentes de rencontres entre professionnels de l'accompagnement et chercheurs. Et ils souhaitent, c'est un terme qui sera abordé demain, que soient créées les conditions pour que les professionnels puissent s'impliquer dans la recherche, ce qui, disent-ils, suppose du temps, des moyens, des formations et peut-être des partenariats entre des structures de recherche et des structures d'accompagnement. Donc en somme, vous voyez que, évidemment, on va publier des résultats beaucoup plus détaillés, mais que cette consultation nationale dresse une feuille de route autant sur le quoi que sur le comment, autant sur les sujets que sur la manière de les traiter. Et vous voyez qu'il y a un fort souhait d'une grande majorité d'acteurs d'étayer les pratiques sur des études, mais aussi de mieux partager les pratiques innovantes et de donner corps à une recherche qui soit mise au service de l'innovation sociale. J'en profite en finissant pour remercier toute l'équipe qui travaille avec moi, Léa Chaise, Alice Coquelet, Olivier Coupry, Anne-Bérénice Simzac. On ne dépouille pas 850 réponses tout seul, c'est un travail que nous avons réalisé en commun. Je vous remercie.